So, good afternoon, Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'imagine que nous allons pouvoir commencer. Quelques éléments pratiques tout d'abord. N'hésitez pas à poser des questions à travers le système que nous avons mis en place. Je pense que vous savez comment ça marche. Il vous suffit de vous connecter au hotspot OCDE. Ensuite, vous posez vos questions et je pourrai poser les questions aux membres du panel. Au fil des discussions, vous pouvez également faire des commentaires que je pourrais lire aux panélistes pour qu'on puisse discuter de vos commentaires également. Je pense que nous allons pouvoir commencer avec vous, Constantine, afin de donner un cadre au débat. Dites-nous comment vous voyez la problématique qui sera discutée cet après-midi, à savoir la numérisation, les inégalités et tous les défis qui en découlent. Je vous en prie. Comme vous voulez, au podium si vous voulez. Bonjour. Alors, les inégalités, la numérisation et la concurrence. Je ne sais pas comment vous voyez ce titre, mais moi personnellement, je vois certains préjugés vers l'inégalité et la numérisation. Les inégalités et la concurrence, on voit, mais quand on prend ces trois termes, évidemment, le débat est destiné à aller dans un sens. Mon rôle ici aujourd'hui sera d'essayer de donner un cadre à ce débat et d'essayer de... Constantine, si je puis me permettre, nous allons avoir un sondage qui aura lieu au début et à la fin du débat. La question dans ce sondage sera, pensez-vous que nous devons faire plus pour nous assurer d'une concurrence juste? Donc nous vous invitons à voter dès à présent et nous vous reposerons la même question à la fin du débat pour voir si les avis ont changé. Désolé, je vous ai interrompu. Oui, j'aime bien ce mot juste, fair en anglais. Alors c'est un sujet extrêmement intéressant et important. Il s'agit du pouvoir dans un monde numérisé et l'influence de certaines parties prenantes. Cela m'évoque quelques éléments qui peuvent nous servir à donner un cadre, notamment aux décideurs politiques. Par exemple, qui va contrôler l'opinion, la vérité? Qu'en est-il du libre arbitre? Quelles sont les valeurs qui vont se développer? Et qu'en est-il également de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle? Qui va contrôler notre vie? Qui va contrôler la manière dont nous consommons et communiquons? Donc voilà quelques éléments de fond pour ce débat aujourd'hui. Je pense que d'un côté c'est extrêmement passionnant, mais ça peut également faire peur. En tout cas, l'avenir est incertain. Je veux insister sur le fait que le cœur du débat ici aujourd'hui n'est pas la totalité de ces problématiques, mais sera plutôt centré sur la concurrence dans les marchés numériques. On voit l'exclusion des parties prenantes économiques de leurs consommateurs. Comment réguler ce milieu et devrions-nous réguler ce milieu? Voilà ce dont nous parlons ici aujourd'hui spécifiquement. Très souvent, nous allons parler du pouvoir des plateformes. Les inquiétudes ici tournent autour des tendances vers le monopole de ces plateformes. C'est notamment dû à des effets de réseau en N0 et N+1. Nous pouvons également envisager la manière dont ces tendances monopolistes peuvent être remplacées à travers des cycles d'innovation extrêmement rapides. Le système de grandes plateformes qui définissent notre accès au monde numérique et nos inquiétudes qui en découlent, eh bien, c'est très important. Nous voyons un marché à deux temps, à deux vitesses. On voit la création de beaucoup d'initiatives sociales et d'accès à des services libres et gratuits, et on a du mal à intégrer ces choses dans des cadres concurrence actuels.
comment gérer les inquiétudes, comment définir ce qu'est un marché. Voulons-nous envisager cela a priori ou a posteriori? Est-ce que les outils a posteriori sont suffisants pour faire une analyse? Comment trouver un équilibre entre permettre une innovation et contrôler les comportements non désirables? Il y a également un équilibre à trouver entre innover à l'intérieur des plateformes et la concurrence entre les plateformes. Évidemment, au cœur de cette discussion, on voit la notion que la plupart de ces grandes plateformes sont américaines et donc certaines régions du monde peuvent sentir une injustice dans cela, mais est-ce que ça vaut régulation? Nous ne savons pas. Sur quoi nous focaliser alors? Quelles sont les grandes problématiques? Par exemple, avez-vous accès à vos consommateurs si vous travaillez à travers ces grandes plateformes? Est-ce que c'est délétère pour ces consommateurs? Est-ce que ces nouveaux comportements au sein de l'économie numérique peuvent être délétères? Et comment utilise-t-on les données numériques? Plus difficile peut-être, quand on regarde les investissements dans les actifs et dans les ressources tels que l'intelligence artificielle, le machine learning, l'analyse des données, et quand on voit que c'est concentré dans peu d'entreprises numériquement, en quoi est-ce que cela affecte la capacité des autres entreprises à communiquer avec leurs clients et comment équilibrer le terrain de jeu? Quand on voit la problématique de la régulation, est-ce qu'on voit des abus de pouvoir? Le cas échéant, est-ce que les outils dont nous disposons sont suffisants pour pallier? Donc nous avons la mise en œuvre a posteriori que nous connaissons, le temps nécessaire à la gestion de ces problématiques peut prendre tellement de temps que le paysage aura déjà changé, et la gestion d'un dossier peut changer l'environnement lui-même. On voit également la doctrine de l'infrastructure vitale. Est-ce que nous pouvons forcer les entreprises à ouvrir leurs données aux autres? Donc voilà pour ce qui est de l'ex post. Mais comment réguler a priori? Comment réguler les développements à venir? Il y a un risque de créer de nouvelles barrières. On peut partir de bonnes intentions, mais les règles et la conformité qui en découlent peut parfois entraver notamment les petites entreprises, et c'est justement ces entreprises que nous voulons encourager et pour lesquelles nous voulons créer un marché ouvert. Est-ce que ces outils, a priori, retiennent l'innovation dans des domaines où nous ne l'envisageons pas? Autre chose, la protection de la vie privée, la protection des données. En quoi est-ce que la protection de la vie privée doit être intégrée dans une régulation du monde numérique? Il y a déjà énormément de règles qui régissent la gestion de nos données. Dans quelle mesure est-ce que nous devrions permettre à de nouveaux modèles économiques d'utiliser ces données et dans quelle mesure est-ce que nous voulons contrôler les données existantes? Je travaille avec énormément de startups et pour l'instant, j'entends peu de la part des startups que les plateformes existantes ne leur permettent pas d'accéder aux données. D'ailleurs, leur marché n'existerait pas sans les plateformes. Les App Store, par exemple, où des milliers, voire des millions d'entreprises peuvent exister et ces plateformes ont amélioré l'accès au marché. C'est une bonne chose. Pour l'instant, les consommateurs semblent plutôt satisfaits également. On voit Zalando, on voit Spotify qui commencent à s'approcher d'Apple ou d'Amazon. Et d'autres grands acteurs tels que Alibaba. Donc en très peu de temps, de petites entreprises peuvent rattraper les grandes. On voit une bonne dynamique de marché. La Commission européenne d'ailleurs a indiqué qu'il n'y avait pas
de barrières à l'entrée pour les développeurs d'applications. Ensuite, il y a l'intégration verticale des plateformes qui peuvent ensuite faire concurrence aux autres parties prenantes sur les plateformes. Donc l'intégration verticale est une problématique à envisager. Pour conclure mes propos, tout ceci est très important, mais j'appelle à une certaine retenue. Quand quelque chose marche, pourquoi essayer de le réparer? Par exemple, les coûts de transfert ou les multidomiciliations peuvent indiquer qu'il n'y a pas besoin de régulation supérieure. Si les effets de réseau ne sont pas focalisés sur une partie du réseau, eh bien c'est un autre indicateur qu'il n'y a pas besoin de régulation. Si les effets disruptifs peuvent survenir, c'est un indicateur supplémentaire que la régulation n'est peut-être pas la solution à privilégier. Et si les consommateurs sont satisfaits, alors là, on peut parler longuement de ce qu'est être satisfait, parce qu'on peut toujours être plus ou moins satisfait. Est-ce qu'il y a besoin de réguler? Donc, c'est très important d'en parler et nous ne devons pas nous tromper. Donc, on peut prendre la logique de ne pas essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Quand on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, quand on ne connaît pas les dynamiques de marché, il vaut mieux être humble par rapport à toute intervention, parce qu'il y a toutes sortes d'effets secondaires que les décideurs politiques connaissent mal, qui peuvent intervenir, notamment quand ce sont des choses en post-ante. Toute personne qui travaille dans le télécom sait que la régulation, a priori, peut être extrêmement compliquée dans ces domaines. On peut s'éliminer soi-même, voire même être forcé à abandonner. Je vous laisse avec ces quelques éléments. Je repasse la parole au panel. Et je sais qu'il y a énormément d'éléments de complexité dans ce domaine qui pourra nous occuper bien 1 heure, voire plus. Merci Constantine. Je suis en tout cas sûr que nous ne parviendrons pas à un consensus sur la régulation et sur les effets éventuellement délétères. Jacques, qu'en pensez-vous? Oui, en effet, c'est bien trop complexe pour qu'on puisse résoudre ces questions en 1 heure. On peut faire de l'analyse prédictive et j'estime que même d'ici 5 ans, on ne sera pas parvenu à un consensus. Je voulais revenir sur 3 points. Premièrement, cette question est tellement vaste qu'il faut revenir aux faits de base, voir l'ampleur du problème. Deuxièmement, est-ce que c'est un problème? Et troisièmement, et alors? Si c'est un problème, de quels outils disposons-nous pour corriger d'éventuels problèmes? Donc, sur la numérisation et sur mon premier point. On parle de numérisation et on a tous ce ressenti que la numérisation, c'est quelque chose de rapide, avec énormément d'innovation, et ça peut nous mettre mal à l'aise. On ne veut pas que une personne ait toutes les cartes en main. Mais en 92, il y a 25 ans, lorsque j'ai rejoint l'Institut McKinsey, l'innovation n'était pas Internet, mais un système de répondeurs. Ensuite, il y a eu le modem, et 25 ans plus tard, nous parlons de numérisation. Mais quand on regarde la numérisation en termes de part de marché, en termes de chiffre d'affaires dans le monde, nous sommes à 15 ou 20% du chiffre d'affaires. La numérisation se fait encore par de nouveaux venus, même si nous avons l'impression que la numérisation va si vite. Je ne dis pas que 20%, c'est peu, parce que si on prend 20% sur tous les marchés, on est quasiment en 2e ou 3e place dans un marché donné. Et la question se pose sur les 80% des entreprises qui représentent le reste du chiffre d'affaires,
quelle est la part de numérique chez eux? 20% chez eux, donc 20% de 80, 16% donc du pur numérique dans le monde représente la majorité d'influence dans un marché donné. Donc, est-ce que le marché est numérique ou est-ce que le marché est indépendant? Si on envisage un marché indépendant, alors il n'est plus dominant, ça ne représente plus que 20%. Pourquoi est-ce que de nouveaux arrivants sur le marché, avec 80% de leur chiffre d'affaires non numérisé, veulent tant se numériser? Si vous pensez qu'il y a une concurrence malsaine, est-ce que cela vient d'un effet pervers de la concurrence? Si vous pensez qu'il y a un effet pervers de la concurrence, alors il faut essayer d'innover et d'intégrer ce modèle économique. Si nous utilisons des plateformes, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Pour une plateforme donnée traditionnelle dans une entreprise, il y en a 20 qui sont entièrement numériques et avec de nouvelles entreprises. Alors, est-ce que nous mesurons les bonnes choses et est-ce que les choses que nous mesurons sont pertinentes? De même, oui, il y a de grands acteurs qui peuvent avoir une position dominante. Mais la dominance n'est qu'un reflet de la régulation. Il faut pouvoir prouver qu'une dominance va liée à une concurrence malsaine. Et c'est très complexe. Parce que ces plateformes sont multifacettes. Est-ce qu'on parle de concurrence au niveau horizontal, vertical? Ce sont là autant d'éléments de complexité. Si nous avons 15 millions de nouvelles entreprises sur une plateforme telle que Facebook qui peuvent exporter dès le lendemain parce que tout est décentralisé, c'est peut-être une plateforme d'innovation incroyable qui va encourager l'innovation entre les PME. Donc, est-ce qu'on parle du propriétaire de la plateforme? Est-ce qu'on parle des applications? Est-ce qu'on parle d'infrastructures? Voilà autant d'éléments qui peuvent prêter à confusion, parce que nous sommes trop flous dans nos propos. La numérisation et la mondialisation sortent rapidement des données, mais ne sont pas encore des forces dominantes dans le monde. Deuxièmement, si c'est un problème, est-ce qu'on voit des données qui prêtent à penser que c'est une concurrence malsaine? Là, on renvoie aux économistes. Nous savons que dans tout marché, il y a des incitatifs pour enfreindre les règles d'un marché donné. Mais moi, en tant que consultant McKinsey, nous essayons de façonner le marché. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais quand on regarde les informations, évidemment, il y a ce mythe selon lequel les coûts liés à l'information seront réduits à zéro grâce à Internet, et donc qu'il n'y aura plus de levier sur le marché. On estime que si les informations sont disponibles à tout le monde, alors tout le monde pourra utiliser ces informations et avoir une information précise sur la valeur de ces informations. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. On voit des cours de bourse qui peuvent varier énormément entre les entreprises numériques. Donc personne ne connaît la vraie valeur des données. Il y a donc un potentiel pour un levier de marché. Je ne veux pas juger, je ne connais pas la réponse, il faut simplement être prudent. Ensuite, ma dernière question. Tout en étant prudent, devons-nous réguler? Et là, c'est comme les questions que je pose à mes enfants. Est-ce que je dois les punir à chaque fois qu'ils font quelque chose de mal? Et en quoi est-ce que ça va affecter ce qu'ils pensent de moi d'ici 20 ans? Il y a plusieurs manières de punir, de réguler, d'encadrer. Mais il peut être difficile d'agir sur le principe de rendre la concurrence plus saine. L'innovation est numérique. Je ne veux pas tuer la poule aux œufs d'or, mais les œufs ne sont peut-être pas dorés pour tout le monde. Mais ça reste une poule aux œufs d'or. Je n'ai pas la réponse, mais j'invite simplement à la prudence. Est-ce que le marché est bien défini? Est-ce que les nouveaux arrivants sur le marché
jouent bien selon les règles et agissent pour le bien des consommateurs, et si certains tirent plus bénéfice que d'autres d'un marché numérique, est-ce qu'il s'agit là d'une concurrence malsaine ou est-ce que cela encourage l'innovation? Pour moi, l'innovation est toujours une bonne chose dans ce genre de domaine. Alors, il y a beaucoup de questions très intéressantes qui ont déjà été posées, mais avant de répondre à ces questions, j'aimerais proposer à Roxane de prendre la parole. Constantine a dit qu'on entend peu de startups qui se plaignent des plateformes. Vous travaillez avec les startups tous les jours, c'est votre domaine. Vous êtes d'accord avec ce constat? Alors, je pense que je suis très axé start-up entrepreneur. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit au début. La discussion durera 1 heure et je ne pense pas qu'on sera d'accord à la fin de cette heure. Néanmoins, cela rejoint ce que Constantine a dit pendant sa présentation. Il faut trouver cet équilibre entre permettre l'innovation et réguler ce qui doit l'être. J'ai des points de vue similaires à ce qu'on ressent dans les startups et dans les entrepreneurs. Et chez les entrepreneurs, je suis relativement optimiste par rapport à l'innovation, de ce que ça a pu permettre, une réduction des coûts et un accès à de nouveaux services dans de nouveaux domaines. Donc, de manière générale, je suis plutôt optimiste. Néanmoins, lorsqu'on regarde ce que les régulations font dans le domaine des startups, par exemple Airbnb, Uber, oui, on voit des startups qui grandissent vite et qui peuvent parfois commencer à inquiéter les grandes entreprises, mais on voit énormément de petites startups, par exemple en France. S'attaquer à Uber, par exemple, peut sonner le glas pour d'autres petites entreprises qui ont un mode opérateur un peu différent d'Uber. Donc, j'invite vraiment à la prudence dans les messages que nous communiquons, parce que très souvent, les messages que nous communiquons à travers la régulation peuvent vraiment gêner l'innovation. Merci. Ariel, une bonne question pour vous, une question intéressante. J'aimerais bien avoir votre retour dessus. Le fait que les plateformes de lancement sont américains et c'est le fait de l'innovation. Qu'en dites-vous? Ah, c'est une question large. Si vous le permettez, avant de répondre à cette question, j'ai quelques propos préliminaires. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire de choses à la hâte. Il ne faut pas réguler des choses de manière à gêner, entraver les marchés et entraver l'innovation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais que faire? Lorsqu'on se pose cette question, il y a des différences politiques par rapport au marché, la forme du marché, la concurrence sur le marché et les outils qui peuvent être utilisés par différentes juridictions. Premièrement, la concurrence sur le marché. Quels sont les faits? À quoi nous comparons-nous? Personne ici ne veut remonter 10 ans à l'époque où il fallait aller dans une agence pour avoir des vacances qui pouvaient vous raconter tout et n'importe quoi et vous finissez par vous faire avoir. Tout le monde apprécie les bienfaits d'Internet, ça va sans dire. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'environnement aujourd'hui est réellement concurrentiel ou est-ce que la structure du marché, notre approche du marché, ne permet pas à certains acteurs très puissants de transférer de la valeur ajoutée de notre côté vers leur côté. Et là, on comprend mieux ce qu'on essaie d'explorer. On a réduit la question posée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la meilleure situation ou est-ce qu'il y a des choses que nous pourrions faire
qui pourraient améliorer l'environnement tel qu'il est. Un exemple. En théorie, l'Internet nous rapproche le plus possible d'un marché parfait. Ça donne un accès complet à toutes les informations. Mais en réalité, on voit très bien qu'il y a encore des barrières. Il y a des informations asymétriques, il y a des entreprises qui ont une influence sur le marché. Là, j'évite la question de la dominance, même si, à en croire la Commission européenne, dans certains cas, selon la Commission, il y a des entreprises en position de pouvoir, mais on voit des entreprises qui peuvent utiliser leur position dominante, qui peuvent affecter l'accès au marché, la manière dont les vendeurs peuvent accéder au marché et avoir un effet disruptif sur les innovations. On a ces gardiens qui gèrent non seulement l'amont et l'aval, mais également l'horizontal. Donc, le marché est une bonne chose. On en tire tous des bénéfices. Mais le marché n'est pas aussi parfait que certains pourraient le prétendre. C'est important parce que ça doit changer votre confiance dans l'autorectification du marché. Et ça doit affecter votre curiosité par rapport aux dynamiques de marché. Il faut en apprendre plus sur le marché plutôt que de dire « allez, on attaque ». Ensuite, il y a la politique. Comment créer un système qui permette l'innovation, qui permette l'investissement, mais qui mette en place des garde-fous pour les consommateurs. Et là, il y a toutes sortes d'opinions. Dès qu'on parle politique, on arrive très rapidement sur cette troisième problématique qui est la définition de ce dont on parle. Les régulateurs peuvent avoir des définitions différentes par rapport à ce sur quoi ils travaillent. Nous avons un système qui est relativement rigide et qui ne correspond pas, certains vous le diront, à un marché si dynamique. Donc on envisage une intervention. Là, une fois de plus, nous pouvons séparer les interventions en posteriori ou priori. On peut envisager différentes mesures a posteriori. On peut envisager des choses qui ne vont pas entraver les entreprises dans l'innovation, mais nous aider en tant que consommateurs. Permettre aux consommateurs d'avoir plus de contrôle sur la protection de leur vie privée. Je ne parle pas de cocher les cases des disclaimers quand on télécharge une application. Comment réellement permettre l'innovation? Par exemple, lorsqu'on vous dit qu'un produit coûte X, nous pourrions forcer le vendeur à vous donner une indication du prix moyen sur un jour donné. Et là, vous voyez qu'en fait, vous payez bien plus cher. Devriez-vous acheter ce jour-là? Devrions-nous permettre aux entreprises d'utiliser les informations asymétriques que eux ont pu créer uniquement parce qu'ils contrôlent une interface donnée? Et donc ça nous ramène à la question des politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes de compétitivité? Est-ce que vous pensez qu'il nous faut nous préoccuper de la répartition égalitaire des ressources? Est-ce que vous pensez que l'égalité, c'est quelque chose que nous devons protéger? Ou est-ce que vous pensez que tant qu'on a de la croissance, eh bien, peu importe si c'est finalement 1% qui en profite le plus, puisque de toute manière, grâce à plusieurs instruments, eh bien, on va tous en profiter d'une manière ou d'une autre. Là, je pense qu'il y a différentes opinions en cette matière. Donc, pourquoi est-ce que la plupart du temps, ces entreprises qui considèrent que il n'y a pas forcément d'importance à maintenir l'égalité proviennent d'Amérique du Nord? Eh bien, je ne sais pas s'il y a beaucoup de raisons pour cela, mais il y a une raison sans doute qui intervient, à savoir le régime réglementaire, qui, au niveau industriel, peut effectivement être parlant. Beaucoup considèrent qu'il ne faut pas réguler le marché. Beaucoup considèrent qu'il faut laisser le marché faire. Mais dans notre environnement réglementaire, aujourd'hui, je pense que
dans les prochains mois, on verra avec les décisions prises par Google, mais il est possible effectivement pour une agence d'avoir un impact sur le comportement de plusieurs entreprises, même si ces entreprises ne sont pas basées effectivement dans cette juridiction. Euh, je pense que la matrice qui se trouve derrière les raisons avancées par les entreprises est bien plus complexe. Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Il y a effectivement des différentes opinions, à la fois en termes de structure de marché, d'essayer de voir qui sont les moteurs de l'économie, s'il y a une forte intervention de l'État ou non. À chaque fois, la structure du marché américain est très différente de celle du marché européen, par exemple, ou britannique en plus particulier. À chaque fois, il faut essayer de prendre ces différences culturelles en considération. Il y a un autre modèle qui a été mentionné par l'un des participants ici présents, à savoir la Chine. La Chine est une énorme plateforme. Est-ce que vous pensez que cela est dû à l'innovation ou au protectionnisme? Constantin. Les deux, à vrai dire. Puisque si vous prenez l'équivalent chinois de Facebook, ils ont pu innover sur leur plateforme. Il y a effectivement tant d'innovations qu'ils ont pu rattraper Facebook. Et bien sûr, il y a aussi des mécanismes de protectionnisme qui ont été mis en œuvre. Euh, L'État, finalement, s'est mis à intervenir assez tardivement en Chine. Si vous prenez Uber par exemple, Uber a d'abord obtenu son permis, puis après ensuite il y a eu des entreprises qui se sont prononcées contre Uber et l'État s'est mis à intervenir par la suite seulement. Mais effectivement, il y a eu des capitaux qui ont été investis, du capital risque, notamment par des investisseurs chinois. Et il y a énormément d'innovation en Chine. Donc il y a un petit peu des deux, à la fois l'innovation et, et du protectionnisme. En Chine, il y a quelques années, vous n'aviez pas de carte de crédit. Et donc ils ont dû vraiment se lancer dans cette révolution technologique à grande vitesse. La Chine a souhaité se protéger contre les géants tels que des plateformes telles que Google, mais si vous prenez par exemple Yahoo et Amazon, ce sont des plateformes qui n'ont pas forcément réussi sur le marché chinois, tout simplement parce qu'elles ne comprenaient pas le marché chinois, puisqu'elles venaient tout droit de la Silicon Valley, et donc véritablement, elles n'étaient pas adaptées au marché chinois. Donc c'est peut-être plus cette raison plutôt que le protectionnisme en tout cas. Pour ces entreprises-là en tout cas qui sont bien plus présents et qui demandent effectivement une intervention plus présente de l'État, c'est effectivement la difficulté avec la Chine. Il y a énormément d'entrepreneurs en Chine. Et d'ailleurs, pour les entrepreneurs chinois aussi, c'est très difficile de s'exporter, mais même si effectivement c'est peut-être encore plus difficile pour les non-chinois d'essayer de pénétrer le marché chinois. Mais c'est pareil pour les Chinois qui souhaitent s'exporter à l'étranger, c'est difficile pour eux également. Donc c'est une fois que vous êtes installé, une fois que vous comprenez le marché, que vous allez avoir effectivement des dizaines, des centaines, des millions d'utilisateurs. C'est à ce moment-là effectivement que vous comprenez que oui, vous avez réussi à dépasser un certain nombre d'obstacles. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose on va voir se produire dans les prochaines années, des plateformes qui, grâce à l'innovation, vont pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Donc vous considérez qu'il y a des plateformes chinoises qui ont pu aider à des entreprises étrangères à pénétrer le marché chinois? Oui, tout à fait, absolument. Je pense que si vous souhaitez véritablement pénétrer le marché chinois, eh bien, il faut être présent sur le marché. Donc, il faut être présent sur Alibaba, il faut être présent sur le marché chinois. C'est absolument non négociable. Alors, je pense que cette question est très intéressante et à la fois, il y a, je pense, deux réponses oui et non. Alors, il ne s'agit pas effectivement de dupliquer ce que nous faisons dans les plateformes B2C.
au début, effectivement, tous les Européens, tous les Américains se sont lancés, sont partis du B2C au B2B, et maintenant on a tendance effectivement à abandonner le B2B. Mais le B2B, finalement, a été lancé en tirant les leçons du marché chinois. Et ça, c'est normal, puisque 90% de nos échanges commerciaux se font non pas du côté B2C, mais du côté B2B. Donc, quand on dit que la Chine ne respecte pas forcément les règles de concurrence, mais c'est tout simplement qu'ils sont parfois plus intelligents que nous. Parfois, ils se sont simplement lancés sur d'autres plateformes que nous. Lorsque vous regardez les flux de données à l'international, on peut voir que les flux qui sont véritablement importants, eh bien, ce sont en Europe, eh bien, ce sont les Pays-Bas et bien, dans le reste du monde, eh bien, c'est la Chine. C'est là que se concentrent les flux Internet. Donc, il y a effectivement en Chine une culture de centralisation et de décentralisation et parfois effectivement de protectionnisme. Mais je pense que ces personnes ont trouvé des moyens d'innover, des moyens que nous n'avons pas en Europe ou que nous ne semblons pas avoir en tout cas. Donc il ne s'agit pas simplement de considérer que les Chinois sont toujours les méchants, il faut simplement essayer de voir pourquoi est-ce que nous, justement, nous avons eu tant de difficultés par rapport à d'autres entreprises chinoises. Il faut savoir aussi que le problème ne vient pas forcément des pays, mais c'est au niveau des villes. Ce sont les villes qui sont les véritables moteurs. Si vous prenez Stockholm, par exemple, Amsterdam, là, ce sont de véritables écosystèmes d'innovation. Donc, parfois, ce n'est pas uniquement l'intervention de l'État qui est importante. Il y a un système derrière tout cela, un système qui est souvent concurrentiel. Mais il faut, pour améliorer l'efficacité de cet écosystème, mettre en œuvre des bonnes pratiques. Et sans doute qu'il y a des bonnes pratiques qui nous proviennent de Chine, effectivement. J'aimerais peut-être apporter un angle supplémentaire à cette discussion. L'effet du réseau. En Chine, il y a effectivement des réseaux qui sont quasiment des réseaux fermés, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pourquoi la Chine a une histoire de réussite si particulière. En Europe, pour des raisons culturelles, nous faisons partie d'un réseau beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large. Vous êtes prêts, effectivement, à inclure dans notre réseau d'autres pays, d'autres organisations, alors puisqu'effectivement, en Europe, il y a une proximité culturelle et géographique, ce qui fait que les réseaux sont plus ouverts, plus larges, et nous pouvons utiliser ces réseaux à notre avantage. Les réseaux jouent maintenant un rôle tellement important dans notre environnement que ça peut expliquer pourquoi, lorsque vous avez justement atteint un tel niveau, lorsque vous avez accès aux données, lorsque vous avez les algorithmes intelligents, cela montre pourquoi justement tout ce qu'on peut voir à ce niveau-là, eh bien, ce sont les acteurs de petite et moyenne taille. Pour citer Peter Field, dans cette nouvelle ère, eh bien, la concurrence, c'est pour les perdants. Et il disait ça effectivement à propos de PayPal à l'époque. Alors, ce n'est pas forcément adéquat dans le contexte, dans notre contexte actuel, mais c'est important de voir que l'innovation peut effectivement être considérée comme une disruption. Mais si vous avez réussi à développer quelque chose, à innover quelque chose, à créer cet effet de réseau, si vous avez réussi à créer quelque chose de stable et de stabiliser donc votre innovation, dans ce cas-là, grâce au réseau, il est beaucoup plus difficile de vous déstabiliser. Vous pouvez voir que grâce à votre réseau, vous êtes bien plus difficile à déstabiliser. Bien sûr que l'innovation peut être une disruption, mais je pense qu'il faut essayer de ne pas sous-estimer l'importance du réseau. Alors, ça me ramène effectivement à ce que je disais au tout début, à savoir que
dirigeants, et on a d'un côté effectivement des dirigeants qui sont trop euh, puissants et d'autres qui sont peut-être trop faibles pour réussir. Mais ça, c'est faux finalement, puisque si vous prenez les réseaux sociaux, les réseaux sociaux les plus puissants, finalement, eh bien, ce sont les entreprises de télécommunication, les réseaux de télécommunication, puisque c'est grâce à eux que nous pouvons communiquer par téléphone notamment. Donc, il ne faut pas uniquement nous concentrer sur le potentiel du risque de l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de très important pour de nombreux marchés. Les acteurs qui l'emportent, ce ne sont pas nécessairement parce que ce sont les personnes qui étaient là en premier et pour lesquelles c'était le plus facile. Non, parfois, on a des acteurs qui n'explorent tout simplement pas toutes leurs possibilités. Aujourd'hui, sur les télécommunications, il y a beaucoup plus d'innovation du côté chinois que du côté américain, par exemple, puisque les Américains ont effectivement une position de leader, alors que les Chinois, eux, essaient justement de rattraper du terrain, et donc ils essaient d'innover beaucoup plus. Donc, il faut non seulement essayer d'innover pour gagner du terrain, mais il faut aussi ne pas oublier d'innover pour défendre le terrain que l'on a emporté. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Si vous regardez les entreprises auxquelles on fait toujours référence, il y a toujours très peu un nombre très limité d'entreprises auxquelles nous faisons toujours référence. Et donc, elles ont une stratégie de portefeuille. Elles-mêmes ne savent pas vraiment d'où provient la concurrence. Et donc, elles ont il y a beaucoup d'incertitudes pour ces entreprises également qui ont une stratégie très ciblée. Si vous prenez Twitter, par exemple, Twitter a récemment a vu effectivement a récemment évolué, notamment avec l'activité du président américain actuel. Mais c'est une entreprise effectivement qui a beaucoup de capital, du capital risque, mais c'est très difficile pour eux de consolider justement ce capital. Si vous prenez Uber, par exemple, Uber avait besoin de consolider sa position sur le marché. Par ailleurs, il ne faut pas non plus sous-estimer l'Europe. Si vous prenez Spotify, par exemple, Spotify est un acteur principal du marché. C'était assez difficile au début pour Spotify, notamment pour obtenir tous les droits de copyright. Et effectivement, au début, c'était assez difficile pour Spotify de se lancer. Ils sont peut-être pas lancés aussi rapidement qu'ils auraient souhaité, mais en tout cas, ils avaient les moyens de le faire et ils l'ont fait. Donc, il faut conquérir marché par marché si vous voulez être un acteur européen. Il faut d'abord agir sur le marché européen, puis ensuite se développer sur le marché américain et revenir ensuite sur le marché européen et se développer. Si vous avez aujourd'hui, effectivement, ce sont une entreprise de 70 milliards de dollars et donc, on peut voir effectivement qu'en entreprise, en Europe, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très prometteuses, je pense, si elles arrivent à maintenir leur croissance, eh bien, ce seront des entreprises incontournables à l'avenir. Mais c'est vrai que en Europe, on a peut-être plus de difficultés par rapport aux États-Unis. On a plusieurs pays, plusieurs langues, plusieurs systèmes juridiques et législatifs. Donc, effectivement, il y a peut-être plus d'obstacles qui nous permettent d'avoir, peut-être plus difficilement, d'avoir une croissance aussi rapide qu'aux États-Unis. Je crois aussi que c'est une question d'accès au capital, n'est-ce pas? Oui, tout à fait.
Oui, en ce qui concerne l'accès au capital, je pense que au cours des 5 dernières années, on a beaucoup progressé, notamment dans l'écosystème français. Il y a 5 ans, effectivement, c'était très difficile pour obtenir des capitales de couverture, pour se lancer, notamment en France. Et je dois dire que le Brexit nous a rendu la situation un peu plus facile, euh, mais si vous comprenez effectivement notre situation avec le Royaume-Uni ou l'Israël, par exemple, eh bien, c'était assez difficile au début en France. Et je pense que euh, pour une entreprise de d'atteindre justement ce stade de croissance, c'était pas forcément évident. Et je pense qu'on doit continuer à travailler dans cette direction, essayer de faciliter l'accès au capital. Et très souvent, on essaie justement de se tourner vers l'étranger. On parlait de la Chine tout à l'heure. On essaie de voir est-ce qu'on doit simplement imiter la Chine ou est-ce que on doit essayer de faire notre propre initiative. Si vous prenez WeChat par exemple, WeChat, c'est une entreprise très innovante. Si vous prenez Facebook, si vous prenez d'autres entreprises, généralement, ces entreprises se sont inspirées sur d'autres modèles, d'autres entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. Si vous souhaitez innover en Europe, bien sûr, vous pouvez vous inspirer du modèle européen. On a bien sûr des fragments sur le marché. On a beaucoup d'inspiration. Si vous prenez Blablacar, par exemple, Blablacar ne fonctionnerait pas aussi bien aux États-Unis où justement les villes et les transports ne sont pas organisés de la même manière. Donc Blablacar maintenant essaie de pénétrer tous les marchés du monde, mais se sont justement adaptés à chaque marché. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter au marché local. Quels sont les problèmes que l'on rencontre au niveau local? Comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces barrières? Je sais que en Europe, bien sûr, on avait beaucoup d'obstacles que l'on devait surmonter, et ce à tous les niveaux. Mais il faut essayer de comprendre le marché local. Alors, si vous reprenez le titre de notre séance, et les inégalités. Donc, à chaque fois, effectivement, on essaie de voir si les inégalités augmentent ou diminuent en fonction de votre niveau de sensibilisation, notamment au numérique, si vous utilisez des appareils numériques ou non, si euh, le numérique peut contribuer justement à la réduction des inégalités ou non. Qu'en pensez-vous? Quel rôle le numérique joue-t-il dans la réduction des inégalités? Peut-être que je peux essayer de vous donner quelques éléments de réponse. Bien sûr, encore une fois, il y a des éléments positifs et négatifs, comme toujours. Le numérique nous a apporté plus de connaissances, un meilleur accès aux données. Donc ça, je pense que cela peut être retracé et relié à l'égalité mais en termes de société, les inégalités qui touchent notre société, là, je ne suis pas sûr que le numérique joue un rôle si important. Peut-être que les personnes, effectivement, qui ont un niveau d'études plus élevé auront plus d'accès donc au numérique, alors que les personnes qui, justement, n'ont pas accès à ces études supérieures, eh bien, pour eux, ce sera plus difficile d'avoir accès à cette révolution numérique. Parfois, effectivement, vous pouvez, grâce justement au numérique, avoir accès à des réductions sur tel ou tel bien, simplement parce que vous avez eu un coupon de réduction grâce à votre appareil numérique. Mais donc, quelqu'un qui n'a pas cet appareil numérique n'aura pas forcément accès à cette réduction. Donc, je ne suis pas sûr que ça apporte plus d'égalité. Peut-être que il faudrait essayer de revoir ce type de réduction. Il faudrait essayer de faire en sorte que les personnes qui aient le moins de moyens puissent avoir accès à une réduction plus importante que quelqu'un qui a peut-être plus de moyens. En ce qui concerne l'égalité entre les entreprises et l'égalité d'opportunités, l'égalité des chances. Je pense qu'il y a une différence entre le fait que toute personne ici présente peut effectivement aller en ligne demain et créer sa propre entreprise. Et ça, effectivement, c'est merveilleux en termes d'accès. Mais il faut essayer de voir si cet accès a été efficace ou non. Si, effectivement, au-delà du fait que tout le monde peut
facilement créer cette entreprise, participer justement à cet écosystème, essayer de voir si, au final, on a une véritable chance de réussir en tant qu'entreprise, voir s'il y a une intégration verticale et si cette intégration verticale a pu toucher justement le public, pu toucher les clients grâce justement au numérique. J'allais revenir effectivement sur ce que vous venez de dire. Ça me rappelle à une discussion que j'ai pu avoir un peu plus tôt dans une autre séance sur l'accès justement au marché, l'accès au numérique. Tout le monde peut effectivement aller sur l'Internet, en ligne, mais tout le monde ne va pas forcément réussir car vous aurez un accès qui est différent d'une personne à l'autre. Et peut-être que les entrepreneurs venus tout droit de la Silicon Valley ou d'autres hubs auront peut-être plus de chance et sont similaires puisqu'ils ils investissent sur le même type de réseau, ils ont le même type de connaissances. Donc il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut encourager justement de nouvelles formes d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas été véritablement réfléchi. On n'a pas vraiment poussé dans cette direction et il y a toute une partie de la population qui est complètement exclue de ce monde du numérique. Donc je pense que ça peut être une source potentielle d'inégalité. Par ailleurs, les bénéfices ne permettent pas forcément d'atteindre certains objectifs que l'on peut partager, tels que la réduction des inégalités dans le monde. Alors, l'accès au contenu, effectivement, ça c'est quelque chose qui est tout à fait importante. L'accès au savoir, l'accès à la technologie. Lorsque l'on parle effectivement des entreprises de plateformes, ce sont des plateformes qui essayent de contacter les startups, d'apporter effectivement des outils tels que l'intelligence artificielle, ou d'autres types d'outils justement pour les startups. Donc ça, c'est véritablement le problème. Le véritable problème, c'est l'accès au réseau, l'accès aux clients, l'accès au capital, l'accès au talent également. Ça, ce sont des points beaucoup plus problématiques, notamment avec les entreprises qui souhaitent se développer rapidement. C'est de là la difficulté. Vous pouvez effectivement reprendre les microdonnées, vous pouvez essayer de voir quels sont les chiffres sur ces questions. Dans le secteur du mobile, il y a beaucoup de richesses qui sont générées, beaucoup plus d'opportunités qui n'existaient pas auparavant grâce au numérique. Mais si vous vous intéressez au côté politique, je pense que les gouvernements, et ça je ne peux pas suffisamment insister là-dessus, les gouvernements ne sont pas suffisamment engagés dans cette problématique, à savoir que s'il y a un domaine sur lequel il nous faut investir dans l'éducation, eh bien c'est l'écriture de code, déchiffrer les codes informatiques également. Ça, c'est quelque chose que l'on devrait enseigner à l'école. Essayer d'apporter justement aux populations les plus défavorisées les outils numériques pour essayer de réduire justement les inégalités. Bien sûr que vous pouvez apprendre le latin, vous pouvez suivre un système éducatif traditionnel, mais à 4 ans, vous pouvez déjà apprendre l'écriture de code et je peux vous garantir que si vous commencez à 4 ans, eh bien à 10 ans, vous aurez quelqu'un qui est capable de travailler directement sur une application. Donc, si vous leur apprenez à écrire le code, eh bien, ces populations, qui seraient donc des populations défavorisées, auraient effectivement des outils qui les populations peut-être plus aisées n'auraient pas forcément, ne maîtriseraient pas forcément, et donc ça nous permettrait justement de réduire les inégalités. C'est quelque chose que nous avons complètement sous-estimé jusqu'à présent. Donc, peut-être que beaucoup considèrent que cela ne vaut pas la peine puisque justement le langage informatique change d'une année sur l'autre. Mais là, je pense que c'est vraiment sacrifier la prochaine génération, vous empêcher la prochaine génération de devenir des producteurs numériques et des consommateurs numériques. Alors, je crois que justement ici, c'est la bonne opportunité, c'est la bonne occasion pour nous faire part de vos idées. Donc, c'est quelque chose que nous prenons bien sûr en compte.
Alors, si vous prenez le marché européen, c'est un marché qui est très fragmenté, comme on l'a dit. Donc, que pouvons-nous faire pour peut-être renforcer l'entrepreneuriat? Quelles sont les mesures que ce continent devrait prendre pour améliorer et renforcer le développement du numérique sur ce continent? Bien, vous en avez parlé. En 2010, nous avons lancé la stratégie numérique. Mais on n'arrivait pas justement à faire passer le message que le numérique, c'est une technologie horizontale, une technologie qui va avoir un impact sur tous les secteurs de la société et tous les secteurs de l'économie. Et malheureusement, on a uniquement considéré l'intégration verticale jusqu'à présent. Et c'est uniquement avec Snowden en 2013 que le numérique est devenu un sujet politique. Mais c'est là qu'on voit que les ingénieurs jouent également un rôle politique dans cette révolution du numérique. Alors, je crois que maintenant, on se tourne vers le secteur industriel 4.0. On voit effectivement que le numérique intègre tous les secteurs de l'industrie. Toutes les entreprises ont maintenant accès à l'Internet, au numérique, que ce soit aux différentes plateformes, et ce, dans chaque secteur de l'industrie et chaque secteur de l'économie. Donc là, je pense que maintenant, il nous faut aller plus loin. Il faut investir un peu plus dans l'innovation. Il faut permettre justement aux innovateurs disruptifs de bousculer justement l'ordre établi, puisque il y a effectivement des réseaux qui fonctionnent déjà très bien, sur lesquels tous nos services sont basés, sur lesquels l'Internet est basé. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de remettre en question ces réseaux et de continuer à innover? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à sortir de ces carcans? Si vous prenez WhatsApp, WhatsApp, je crois, a été vendu pour 19 milliards de dollars, et puis finalement, il y a quoi? Il y a 100 personnes qui travaillent là-bas seulement, donc c'est assez incroyable. Donc il faut essayer de voir quels sont les obstacles auxquels nous faisons face. Il y a des barrières qui nous empêchent d'entrer à ce marché, des réglementations ex ante. Et pour ça, il faut vous tourner vers le secteur des télécommunications. C'est les entreprises de télécommunications qui connaissent véritablement les réglementations. Et je pense qu'il est possible pour les entreprises, notamment les entreprises européennes, de se développer. Et il faut essayer d'utiliser ces réglementations pour justement s'adapter au marché. Pour chaque réglementation que nous mettons en œuvre, eh bien, nous essayons de mettre en place une nouvelle série d'obstacles pour les prochaines entreprises. Et ça ne peut pas fonctionner. Il faut essayer de changer ça à l'avenir. Alors, je ne suis ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat en Europe. Il y a effectivement quelques micro-conditions qui sont peut-être plus difficiles à cause justement de la fragmentation du marché, les différentes langues parlées. Mais je pense que, comme je l'ai dit, 80% du marché n'a pas encore atteint le monde du numérique. Donc il y a encore énormément de potentiel. Nous savons tous que les deux secteurs où il y aura peut-être le plus de disruption, eh bien, ce sera l'agriculture et la production. Ce sont effectivement des domaines où il y a énormément de difficultés, auxquelles nous devons réfléchir, notamment dans l'agriculture, la viviculture également, essayer de voir comment est-ce que nous pouvons avancer grâce au numérique. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui... je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'intéressent justement à cette question. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui seraient prêts à y mettre du capital risque, mais je ne sais pas s'il y a suffisamment encore de personnes intéressées. Donc il faut essayer de voir si... alors, si effectivement il y a des investisseurs, des entrepreneurs qui soient prêts à investir là-dedans. Il y a des opportunités, je ne sais pas si elles sont mieux qu'aux États-Unis qu'en Europe, mais en tout cas, il y a des opportunités dans lesquelles il faut investir. Je voudrais effectivement rebondir sur ce que disait Constantin tout à l'heure.
En réponse à cette question de l'homogénéisation et de la façon dont on peut essayer de lutter contre la fragmentation, il y a des projets tels que celui du marché numérique unique et beaucoup d'autres choses encore que je ne connais pas toutes. Mais comme il le disait, je crois qu'il y a beaucoup de réponses qui nous viendront des entrepreneurs eux-mêmes. Souvent, c'est en intégrant davantage d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise que l'on arrive à de meilleurs résultats. Je pense par exemple à Nicolas Zemstin qui avait lancé cette alliance des scale-ups pour l'Europe entière, donc des passages à l'échelle. Et à l'époque, c'était quelque chose qui commençait tout juste à poindre dans le débat autour de ces questions. Je crois que si effectivement on arrive à intégrer davantage d'acteurs, on trouvera de meilleures solutions. Pour faire le lien avec un point qui avait été abordé et le ramener à cette question de la structure des marchés, il y a bien sûr cette question des innovations, il y a beaucoup d'innovations, mais en tout cas, du point de vue de la concurrence, du droit de la concurrence et des marchés, l'un des problèmes qui se pose est que ces innovations doivent pouvoir subsister, exister sur une plateforme, alors même que nous n'avons que peu de plateformes qui sont utiles, qui sont pertinentes. Et c'est là, me semble-t-il, que nous allons rencontrer des problèmes. Si effectivement vous arrivez à faire quelque chose d'utile qui permet de réaliser des bénéfices, vous avez la possibilité de vous voir l'objet d'une acquisition ou bien d'avoir un autre acteur qui arrive peut-être plus en aval, par exemple dans la chaîne, à prendre la main sur ce que vous faites et à se l'approprier. Dans un monde de plus en plus numérisé, les choses n'existent pas dans le vide, elles doivent bénéficier d'une plateforme. Par exemple, sur votre téléphone portable, nous avons actuellement 2 systèmes d'exploitation dominants, peut-être y en aura-t-il bientôt un troisième. Il faut en tout cas accepter le fait qu'il y a au moins 2 niveaux, celui de l'innovation et la nécessité d'une mise en œuvre par l'intermédiaire d'une plateforme. Et imaginons qu'une de ces plateformes décide de procéder à une intégration verticale avec par exemple des partages de voyages en voiture de type Blablacar. Là, les difficultés peuvent commencer à poindre. Imaginons par exemple que l'une de ces plateformes se voit progressivement remplacée par l'un des réseaux sociaux. L'un des grands risques qui est souvent pointé par les acteurs, c'est que à terme, elles soient rejetées par l'une des plateformes qui ne serait plus intéressée par ce qu'elles font. Cela renvoie un petit peu à Hong Kong d'une certaine façon, où quelqu'un est propriétaire du foncier finalement et peut donc être en mesure de décider de ce à quoi vous avez accès dans ce contexte-là. C'est un paysage qui est un petit peu différent de ce que nous avons en tête dans un contexte européen et qui peut nuire à la capacité d'innovation et d'accès au marché. Je crois que vous pointez du doigt un aspect important. Effectivement, ces grandes plateformes sont devenues l'une des grandes stratégies de sortie pour les petits opérateurs et il y a très peu d'introduction en bourse avant que ces opérations n'aient lieu. D'ailleurs, cela ne pose pas véritablement de problème. Si vous avez davantage d'intelligence artificielle intégrée à une plateforme comme Facebook, c'est plutôt une chose positive finalement. Et s'il y a des efforts d'intégration qui aboutissent à des distorsions de la concurrence, du fait de l'accès aux ressources phénoménales dont disposent les plateformes, par l'intermédiaire de cette intégration verticale. Là, par contre, je crois qu'il faut y regarder de près, puisque il s'agit là d'un pouvoir qui peut aboutir à exclure certains acteurs. Je crois que nous l'avons vu avec une plateforme comme Twitter et Meerkat, qui avait finalement été exclu en faveur d'un autre concurrent et qui a fini par dépérir. Un autre exemple d'un concurrent potentiel que les investisseurs regardaient de près qui a fini par disparaître.
Oui, en fait, ils sont maîtres de l'apport en oxygène finalement. S'ils décident, si l'une de ces plateformes décide que vous allez utiliser leur plateforme de paiement, évidemment, ils accaparent une partie des flux financiers et du même coup, ils euh, arrivent à éliminer progressivement d'autres concurrents. Donc la capacité à mettre en œuvre des leviers de puissance peut avoir des effets qui doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Souvent, les choses prennent des formes beaucoup plus subtiles. Il suffit de se doter d'un certain avantage et ce n'est qu'au moment où on atteint un point de bascule que l'on s'aperçoit que finalement quelqu'un a été empêché d'avoir accès au marché. C'est une espèce d'érosion progressive de la concurrence qui se déroule sur une durée plus longue. Et on peut s'attendre à ce que de nouveaux prestataires entrent en jeu en voyant des possibilités d'activités lucratives. Certains diraient qu'il s'agit là de quelque chose de positif finalement. D'autres auraient tendance à considérer qu'il y a là des facteurs qui indiqueraient euh, un étouffement partiel des conditions d'une concurrence pleine et entière. Et je crois en tout cas que si nous restons inactifs, si nous n'intervenons pas, cela implique également des coûts. Trop souvent, nous sommes conscients des risques d'une intervention trop énergique et nous avons tendance à oublier qu'à l'inverse, il y a des coûts économiques et sociaux tout à fait réels à ne rien faire. Quant à savoir où il faut placer le curseur, c'est la grande question finalement, me semble-t-il, et je ne pense pas que nous ayons les réponses. Trois ou quatre questions donc qui tournent un petit peu autour de ce thème des effets sur un secteur de cette transformation numérique et de la question de l'emploi également. Est-ce que vous êtes tous favorables à la création destructrice schumpeterienne? Est-ce que vous pensez que les résultats seront positifs dans l'ensemble ou au contraire que finalement plus d'emplois seront détruits que créés? Il y a une question du cadre d'analyse. Quelle est la durée de temps que l'on prend en compte? Il y a en tout cas des processus qui peuvent induire des souffrances qui se déroulent. La question de la qualité des emplois concernés se pose également. Et puis, vous avez des acteurs qui travaillent déjà, par exemple, dans les sociétés de télécommunications, qui étaient dans ce cas, et au moment de la numérisation, qui n'avaient pas les compétences nécessaires et qui ont fini par être renvoyés. La même chose s'est produite dans le secteur bancaire, où les sociétés cherchent des talents qu'elles ont du mal à trouver, en même temps licencient à tour de bras. Il y a un certain nombre d'entreprises, d'après ce que j'ai pu voir, qui essayent de trouver leurs propres solutions en mettant en œuvre des modules de formation. Je ne pense pas en tout cas que les autorités nationales puissent rester indifférentes à cela. Il y a cette question de la difficulté qu'il y a à prévoir les compétences qui vont perdre leur pertinence. Si vous ne vous formez pas en permanence, dans quelle mesure est-ce que vous êtes capable de rester en phase avec les besoins du moment? Je ne pense pas véritablement que l'on puisse mettre un terme à ces effets de transition, les accélérer ou les ralentir. Ils se produiront de toute façon. La vraie question, c'est de savoir si une partie de la population risque d'être particulièrement impactée par ces évolutions. Il est donc très important, du point de vue de la définition politique, de bien gérer ces phénomènes de transition. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a un potentiel fort pour que tout cela ait des retombées positives au bout du compte. Mais il y a un manque d'adéquation des moyens en termes d'éducation, très souvent, par rapport aux réalités. Les sociétés sont amenées à essayer de proposer leur propre formation pour résoudre ces questions qui finalement reviennent à l'éducation.
Il y a une question qui est presque d'ordre philosophique à cet égard. Est-ce que nous serions en train d'entrer dans une ère où certaines formes de compétences, de savoir-faire sont plus difficiles à acquérir, ce qui fait que pour les entreprises, il devient plus difficile de rattraper les autres? Qu'en pensez-vous, professeur? Non, non, pas du tout. Je voulais juste dire quelque chose sur l'avenir du travail, puisque nous en avons beaucoup parlé. Il faut être clair quant au fait que désormais le monde universitaire est convaincu qu'il va y avoir une robotisation toujours croissante. Quant aux effets de tout cela, de deux choses l'une, soit on arrive à innover et donc les sociétés peuvent recruter de nouveaux employés en permanence, soit ce n'est pas le cas. En fait, la question est de savoir donc si on a ou non la capacité à se réinventer. Je crois que les emplois que nous avons aujourd'hui seront amenés de plus en plus à être redéfinis. Il y aura des catégories entières de travailleurs qui disparaîtront au bénéfice de nouveaux types d'emplois. Quant à la deuxième question que vous posiez, je n'ai pas la réponse, mais ce que je constate, c'est que lorsqu'on regarde les structures de revenus et d'incitation, ce qui concerne la grande majorité des entreprises, en fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant l'aspect technologique, mais la façon dont ces technologies sont intégrées, sont mises à profit. C'est lié à l'organisation, à la culture d'entreprise, à la capacité à repenser, à exploiter ces moyens techniques. Les actifs dont disposent les entreprises, que ce soit sur le plan technique ou sur celui des connaissances, font que certains acteurs sont plus à même d'innover, de faire évoluer leur modèle d'entreprise et se retrouvent en tête du peloton, alors que d'autres ont beaucoup de mal à s'adapter. Et les innovations numériques ont inévitablement de tels effets. On le constate en tout cas très souvent. Les entreprises qui ont pu progresser le plus rapidement du point de vue de l'analyse des données s'avèrent difficiles à rattraper pour leurs concurrents. Souvent, les méthodologies deviennent finalement des méthodologies qui sont connues de tous ou qui sont en accès libre. Par contre, pour le cœur de métier, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, là, il y a des compétences qui sont plus rares, plus difficiles à obtenir et qui, pour le coup, ne suffisent pas à satisfaire la demande. Mais en tout cas, tout cela, progressivement, revient sur le marché avec de nouveaux produits, de nouveaux services qui permettent à davantage de développeurs d'en profiter à terme. C'est finalement une question de la façon dont on peut mettre à profit ces connaissances et ces technologies. Les chiffres sont impressionnants. Samsung, je crois, a 60 000 chercheurs, pour ne citer que cet exemple. Et pour autant, ils sont en train de créer une unité distincte qui sera à l'extérieur de Samsung et qui se consacrera à la recherche, car le fait d'appartenir à une entreprise a tendance à borner un petit peu, à déterminer votre liberté de réflexion. Je ne suis pas trop pessimiste pour ma part, mais en tout état de cause, il y a nécessité d'avoir accès à certains types de savoirs particulièrement pointus. En tout cas, dans mon pays, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile en Europe, nous avons la capacité à innover. Vous avez des experts, des universités qui s'en sortent très bien. La même chose vaut en Asie, par exemple, et cela vaut également pour les biotechnologies, beaucoup d'autres domaines. Mais quant à la capacité de tirer parti de tous ces atouts pour se lancer dans la création d'entreprises, dans une activité commerciale, là, c'est un paysage qui est très différent. Il y a des considérations liées aux capitaux qui entrent en ligne de compte,
Mais nous avons tendance à penser en termes de technologie et de solutions, alors que le marché, l'entreprise, les grandes idées sont priorisées aux États-Unis. Pour notre part, en Europe, nous mettons plutôt l'accent sur les technologies. Ce n'est pas que nous ne soyons pas dotés des moyens technologiques nécessaires. Il faut que nous apprenions à passer à l'échelle et à avoir le rythme qu'il faut pour réussir. Nous l'avons constaté dans beaucoup de pays, il y a des appels à ce que nos données soient mieux protégées, de même que notre vie privée. Dans certains cas, par exemple en Chine l'année dernière, une loi a été adoptée qui stipule que les données doivent être stockées dans le pays, en Chine donc. Il y a également des questions liées à l'accès aux données posées par cette loi. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de procéder de cette façon ou est-ce que ces évolutions sont préoccupantes, selon vous? Je suis tout à fait favorable à la protection des données. Nous avons vu de nombreux exemples, même tout récemment, d'entreprises qui arrivent à avoir accès à des quantités phénoménales de données par l'intermédiaire de toutes sortes d'applications avec ces contrats, ces stipulations en matière de protection de la vie privée que personne ne lit. Et je crois qu'il y aura, si rien n'est fait, une tendance très préoccupante à profiter sans vergogne de toutes ces données. Il y a par contre un certain nombre d'initiatives qui visent à poser un certain nombre de limites à ces excès et je crois qu'il y a sans doute des modèles qui commencent à émerger, qui peuvent s'avérer prometteurs. Mais c'est quelque chose qui me semble assez clair. Il faut davantage de protection. C'est également votre avis? Une protection plus forte par rapport à quoi exactement? Car finalement, souvent, nous parlons de protection par rapport à des officines de renseignement étrangères. Par exemple, Microsoft a collaboré avec Deutsche Telekom pour lui permettre de gérer directement une partie de ses centres de données. Est-ce que c'est cela que nous visons ou bien est-ce que nous cherchons à nous protéger contre des entreprises privées? Par exemple, comment pourrions-nous faire aux Pays-Bas? C'est un tout petit pays, il faut que les données puissent circuler. Et puis du point de vue de la sécurité, il n'est pas bon que tout soit trop centralisé. Cela va à l'encontre de ces modes de développement qui ont été propres à Internet jusqu'à présent. Et peut-être y a-t-il des pays qui ont moins de problèmes à cet égard que les Pays-Bas du fait de leur taille plus importante. Mais je crois que s'il y avait trop de concentration des données, ce serait à mon avis une vision à court terme qui impliquerait un certain nombre de risques. Si l'on regarde tout l'éventail des mesures qui peuvent être prises en termes de protection des données, il faut tout d'abord autonomiser les utilisateurs pour ce qui est de la protection des données. Mais quant à savoir comment régler le curseur, tout dépend de l'aspect des choses que l'on envisage. Pour ce qui est des données personnelles, je crois que nous serions sans doute nombreux à dire que finalement, il y a un certain nombre de choses dont nous nous préoccupons peu, mais c'est sans doute dû au fait que nous n'avons pas véritablement conscience de l'usage qui peut être fait de ces données dans bien des cas. Si vous aviez conscience du fait que une entreprise qui est capable de collecter suffisamment de données sur vous sera en mesure de vous imposer des prix qui atteignent des niveaux de prédation simplement à la fois de ces éclairages tirés des données, vous verrez les choses d'un œil nouveau. Et puis, il y a ces questions liées à la vie privée qui peuvent s'avérer tout à fait problématiques, s'agissant de nos droits, de la façon dont certains éléments peuvent être rendus publics, qui font partie de la vie privée. En tout cas, il y a des ajustements qui semblent se faire ou devoir se faire pour permettre un peu plus de maîtrise effective de la part des utilisateurs, des consommateurs par rapport à ces données et au fait, par exemple, si vous stockez mes données quelque part, de pouvoir vous les retirer et les confier à un autre acteur, à une autre entreprise, par exemple. La question de savoir qui doit avoir accès aux données et si effectivement vous en tirez
des bénéfices commerciaux, est-ce que je dois avoir droit à une partie de ces bénéfices? Qu'en est-il de cette initiative chinoise visant à ce que les données soient stockées en Chine même? Est-ce que c'est une approche réaliste tout d'abord et qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais tendance à dire que cela implique des considérations qui sont moins liées à la concurrence qu'à la politique et à la politique industrielle. Il y a un aspect des choses, à savoir que plus la Chine est intégrée aux marchés mondiaux, plus elle s'apercevra que les défis prennent des contours différents. Vous avez par exemple des acteurs qui sont très axés sur les normes internationales plutôt que locales parce que elles réalisent de plus en plus de leurs bénéfices à l'étranger. Si on prend la plateforme Alibaba, plus elle sera utilisée pour les paiements internationaux, plus elle aura tendance à adopter des normes internationales. Et à l'inverse, tant que ce ne sera pas le cas, elle aura tendance à vouloir verrouiller son marché local. Il faut bien comprendre les arbitrages qui entrent en ligne de compte pour savoir ce qu'il en est. Soit on veut davantage de commerce international, de commerce électronique, soit on veut protéger davantage la vie privée, par exemple. Il y a en tout cas des équilibres à rechercher entre ces différents ordres de priorité. Et puis, comme vous le disiez à juste titre, il faut autonomiser, donner davantage de responsabilités à chaque personne pour ce qui est de la transparence, de la capacité à protéger ses propres données et à assumer davantage de responsabilités. Puisque tant que vous avez la possibilité de changer de prestataire, et d'aller confier vos données à quelqu'un d'autre, eh bien, vous n'êtes pas totalement prisonnier de la situation. Donc des normes internationales qui seraient progressivement définies et qui permettraient de procéder à une réglementation à l'échelle de la planète tout entière en partant de normes qui seraient reconnues de façon universelle. C'est une affirmation ou une question? Non, c'est une question. De quel modèle de gouvernance globale pourrait-on partir? Quel est le modèle efficace? À l'heure actuelle, vous avez les normes, bien sûr, de l'Union internationale des télécommunications, mais les modèles de type gouvernemental, tels que ceux que vous décriviez, me paraissent peu adaptés. Quand vous avez des externalités, des problèmes de gagnants et de perdants, je crois qu'il est difficile d'imaginer un code unique, une approche unique. Par contre, on peut envisager à l'échelle régionale ou multinationale, lorsqu'il y a des intérêts communs, la capacité à parvenir à un consensus. Par contre, à l'échelle de la planète, je crains qu'on ne retrouve les mêmes tiraillements, les mêmes conflits que l'on trouve partout ailleurs. Lorsqu'il y a des intérêts d'ordre industriel, de politique industrielle, liés également à la souveraineté, à la protection des citoyens d'un pays, cela complique les choses. Je me disais que la salle aurait peut-être des choses à dire là-dessus, des questions à poser. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle ou est-ce que les gens ne peuvent intervenir que par l'intermédiaire des réseaux sociaux? Il est toujours intéressant de savoir qui pose la question. Il y avait une question sur le genre tout à l'heure. Alors, je travaille dans les startups pour ma part. Et il y a un certain nombre de secteurs, l'aéronautique, l'automobile, qui seraient moins innovants, par exemple, que d'autres, et qui devraient innover davantage. Mais souvent, il ne s'agit pas de questions de genre ou d'égalité homme-femme à proprement parler. Dans le domaine des technologies, selon le domaine de spécialisation, il peut y avoir un déséquilibre plus marqué. Cela vaut tout particulièrement pour les biotechnologies et pour les directeurs financiers, où là, il y a quasiment une uniformité des hommes d'une cinquantaine d'années en costume. En tout cas, pour ma part, dit l'oratrice, je suis directrice financière.
En tout cas, merci beaucoup à tous. Nous allons vous retrouver lors de la prochaine session et nous vous demandons simplement de répondre une nouvelle fois à la question qui avait été posée au début. Faut-il aller vers davantage de réglementation? Est-ce que c'était ça la question? Faut-il en faire plus pour obtenir des conditions équitables de concurrence? Oui, non, ne sais pas. Oui à 77%. Est-ce que c'est la réponse de départ ou d'arrivée? Qui pourrait nous dire ce qu'il en est? Est-ce que c'est la réponse rapportée au début ou à la fin de la session? Quelqu'un aurait la réponse à cette question? Si c'est maintenant, est-ce qu'on a les chiffres de tout à l'heure ou pas? En tout cas, il ne semble pas que nous ayons été très convaincants. Il faut que nous fassions des progrès pour ce qui est de l'accès aux données. C'est clair. Merci en tout cas de vos contributions et de votre présence.